Bonjour, alors on a deux très beaux livres, La mélancolie du monde sauvage de Katrina Calda et La montée des eaux de Jan-Jack Kampan. Et alors je vous montre la bande du livre de Katrina Calda qui est publié chez Gallimard. Les deux sont publiés chez Gallimard du reste. La beauté sauvera le monde. Alors voyant ça, Frédéric Maget a tout simplement inventé l'idée, est-ce que la beauté sauvera l'Europe ? Oh, là, je me suis retrouvée bien embarrassée. Mais j'ai trouvé quelque chose, c'est de transformer ça entre est-ce que sa beauté sauvera l'Europe ? Parce que le livre de Katrina Calda dont on va parler a une héroïne qui d'abord découvre la beauté à travers l'art, mais qui finalement, au bout d'un long parcours, se réfugie, si on peut dire, ou plutôt trouve sa vraie vie dans la beauté d'un endroit un peu reculé, d'un paysage inédit. Et quant au livre de Anja Kampmann, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, une déambulation à travers l'Europe avec un tout petit bout de promenade au Maghreb. Et c'est vraiment un livre très poétique parce que Anja Kampmann est poète aussi. Et donc c'est une déambulation très poétique à travers l'Europe et la beauté de l'Europe. Donc voilà. Donc c'était pas si simple cette affaire, mais on va s'en tirer quand même. Alors Katrina Calda, donc vous êtes née en Estonie, mais vous êtes venue très tôt en France à l'âge de 10 ans. Comme l'a dit Frédéric Maget, vous avez déjà une œuvre assez imposante derrière vous, plusieurs romans. Vous avez eu des prix. Je crois que maintenant vous êtes bibliothécaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis conservatrice des bibliothèques, mais j'espère être une conservatrice qui bouge et non pas qui conserve. Et est-ce que pour vous, c'était évident d'écrire en français ? Alors oui, d'abord parce que quand je suis arrivée en France, donc effectivement à l'âge de 10 ans, je n'ai pas voulu parler au départ et je refusais de parler en fait. Mais je m'en souviens absolument pas, c'est ma mère qui m'a raconté ça. Apparemment pendant 6 mois, je n'ai pas parlé français et j'écrivais. Alors, j'avais pas du tout de notion de l'orthographe française, ça me semblait complètement fou, ces histoires de syllabes, de sons qui étaient formés à partir de plusieurs lettres, parce que l'estonien est une langue complètement phonétique, donc l'écrit est vraiment le miroir en fait de l'oral. Donc ça m'échappait complètement, mais par contre, j'ai tout de suite appréhendé le français étrangement comme une langue d'écriture et de lecture. Parce que j'étais une grande lectrice déjà en Estonie et je crois que j'avais un peu peur de parler en français, donc j'ai très vite voulu avoir qu'on me donne des livres et essayer d'écrire des petites histoires, etc. Et par contre, j'ai jamais eu spontanément ce geste d'écriture en estonien. J'ai écrit des textes en estonien parce que parfois on m'en demande, mais naturellement ma langue d'écriture c'est le français. C'est le français. Et alors vous avez écrit des nouvelles aussi, et alors vous avez fait quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'édition de Michelet en folio classique, c'est ça ? Qu'est-ce que vous avez édité de Michelet ? Alors oui, donc c'est effectivement La sorcière de Michelet. Je dois avouer que c'était une période où j'avais beaucoup besoin d'argent. Et donc je me suis dit, mais alors qu'est-ce que je peux bien demander à mon éditeur de me faire pour être un peu payé, tout ça, en dehors des droits d'auteur. L'édition de La sorcière, c'est alors pas oui, rien. c'était finalement rapporté à l'heure, je pense que c'était le boulot le moins bien payé de ma vie, mais qu'est-ce que c'était passionnant. C'était vraiment... et notamment passionnant. Alors déjà parce que c'est un texte incroyable, ce texte de La sorcière de Michelet. J'adore ce texte qui est très épique en fait. Alors, je sais pas si vous le connaissez, Michelet essaye de resituer la figure de la sorcière du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, enfin 17e essentiellement. Mais il construit une figure épique autour de cette sorcière. Et ce qui est incroyable aussi, c'est justement toutes les subtilités de la langue du 19e. Et pour moi, je pensais, j'avais déjà des études de lettres derrière moi, donc je connaissais bien l'histoire du français et de l'ancien français, du moyen français. Et je me suis rendu compte, un peu à mon grand désespoir au moment où je travaillais sur cet appareil critique, que Michelet en fait emploie une langue relativement archaïsante au 19e siècle, qui m'a obligée à faire vraiment des recherches linguistiques incroyables en fait pour retrouver le vrai sens de chaque mot. Mais après c'était extrêmement formateur et passionnant. C'était très intéressant au final, mais très mal payé. Tout à fait. Comme plein de choses en littérature, mais si on le faisait que pour être rémunéré. Bon. Alors, Anja Kampan, vous êtes née à Hambourg, vous écrivez dans votre langue, qui est l'allemand, comme on va l'entendre. Et vous êtes poète. Vous avez fait aussi une thèse sur Samuel Beckett et ce japonais Dogen, c'est ça ? Et
Et, et donc, comme le disait Frédéric Maget, La montée des eaux était votre premier roman après pas mal de poésie. Et il a été extrêmement reconnu puisqu'il a figuré sur la liste du National Book Award étranger. Donc, je tiens à saluer le traducteur qui est Olivier Lelay, qui est aussi le traducteur de Elfriede Jelinek, et qui, je crois, puisque mon allemand n'est pas assez bon pour que je puisse lire Anja Kampmann en allemand, mais a traduit vraiment le caractère très poétique de votre travail. Et ma première question, c'est pourquoi vous avez eu envie d'écrire un roman après toute cette poésie? Yeah. Merci. Yes, I always wrote both. I always wrote poetry and I always wrote prose, but I think it was for me a question of time to really find a topic and also a style in which I could sort of express my own perspective on the world, and also to really have an idea what I wanted with literature. And we are talking about beauty, and I chose to have a very rough surrounding and let the language have sort of an own narration. Ben voilà, j'espérais entendre de l'allemand. Oui, et ça, c'est la société actuelle. On oblige les écrivains à parler tous en anglais, ce que je trouve absolument désastreux. Alors, pour ma part, j'ai toujours écrit en poème et des poèmes et en prose. Pour moi, c'était plutôt une question de temps. Je voulais pouvoir trouver mon sujet, mon style, celui qui me permettrait d'exprimer ma perspective sur le monde. Et je voulais avoir véritablement une idée de ce que je voulais raconter. Vous avez parlé de la beauté, et moi, j'ai fait le choix de décrire des paysages extrêmement durs, et je voulais que la langue fasse véritablement la narration de ces paysages. Oui, en fait, donc, les deux romans sont, comme l'a suggéré Frédéric, assez différents. Malgré tout, il y a quelque chose en commun, c'est quelque chose sur la poésie du récit même, la langue. C'est-à-dire que vous aussi, Katrina Calda, vous essayez que votre récit, qui est plutôt un roman d'apprentissage, disons, soit très poétique, même dans les moments difficiles. Il y a toujours quelque chose de la poésie. Et puis votre narratrice, au départ, elle pense que rien ne va, mais un jour, elle voit des œuvres de Rodin, et à travers Rodin, elle découvre la beauté de l'art. Et Katrina Calda, c'est plutôt, comme elle le disait, c'est des choses très dures qu'elle raconte. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais la langue est si poétique que la beauté vient de la langue. Donc, en effet, Anja Kampmann, l'histoire, vous savez, moi, je pense que les bons livres, on ne peut pas faire ce qu'on appelle le pitch, parce que ça les détruit, les livres. Il faut entrer dedans, il faut les lire, mais on peut un peu poser le décor. Donc en fait, son livre, au début, on est sur une plateforme pétrolière. Plateforme pétrolière, c'est au milieu de nulle part, c'est au milieu de la mer. C'est un endroit en fait totalement déshumanisé, à part pour les rapports qu'il peut y avoir entre certaines personnes qui sont là. Et il se trouve qu'il y a deux personnes qui sont là, qui sont très amies, qui ont fait des tas de choses ensemble, qui ont fait des voyages ensemble, qui ont participé à des choses ensemble. Et un matin, l'un d'eux n'est pas là. Alors, quand quelqu'un n'est pas là sur une plateforme pétrolière, il est peu probable qu'il soit parti dans les airs, ou qu'il se soit volatilisé, qu'il ait eu... en fait, il est probablement tombé à l'eau. Et tomber à l'eau, ça veut dire mort, disparu. Et au fond, sur la plateforme, on dit, ben voilà, c'est comme ça. Il n'est plus là. Et on oublie. On continue, on passe à autre chose. Et son ami décide qu'il ne veut pas oublier. Donc, il va partir, mais pas partir pour le retrouver, parce que c'est illusoire de penser qu'il pourrait le retrouver. Mais il va partir sur des lieux qu'ils ont aimés ensemble, ou des lieux qui ont été importants pour cet homme-là. Et donc là, on commence à partir en Europe. On va où d'abord ?
Well, first I have to say that the journey that Václav goes on is not something he chose. He really is not a character who likes to remember or who likes to look back. So he really doesn't sort of take a time out and think back, and he doesn't try to improve his life, but he rather sort of still tries to run away from his own story, his own life. D'abord, je voudrais préciser que ce personnage de Václav qui se lance dans ce grand voyage, en fait, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un personnage qui aime se souvenir, qui aime regarder en arrière ou prendre une pause pour faire une grande introspection. Il ne cherche pas vraiment à améliorer sa vie, là, il cherche plutôt à la fuir. And normally when you write, you like to have these characters who sort of think back and then they try to improve, but he's really not the guy. And that was also interesting to me, to have someone who doesn't want to face his past and to sort of confront him, because there's no way of going back to the rig. So the first thing he does is to go to Hungary, where his best friend was raised, and to visit his family. And he at the time, he still thinks that he might just go back to work, as we all think somehow life continues, it will just go on. En fait, souvent quand on écrit, on aime bien avoir un personnage qui fait son introspection, qui veut s'améliorer, mais ce n'est pas le cas de Václav, et je pense que c'était très intéressant pour moi d'avoir un personnage qui ne veut pas regarder en arrière, qui ne veut pas réfléchir à son passé, alors qu'il n'y a aucun moyen quelque part pour lui de revenir sur cette plateforme pétrolière. Et le premier lieu où il se rend, c'est la Hongrie, c'est là où son camarade est né, où il a grandi dans sa famille, et à ce moment-là, il pense encore qu'il va revenir sur la plateforme, parce que oui, c'est vrai, la vie doit continuer. Et j'ai oublié avant que ça. Before that, he goes back to Tangier, to Tanga, to the North American town, where he used to have a room together with his friend. And as you mentioned, Europe, there are a lot of retrospectives and little snippets in the book, and one of them is Václav and Matthias standing on the shore of the Moroccan coast with a lot of people who obviously don't have a home, and it's New Year's night, and they see the fireworks on the other side in Spain. So they are really at the edge of Europe, and what Václav does then is sort of start a journey further north and go back. Et en fait, avant la Hongrie, j'ai oublié de le dire, il se rend à Tanger, au nord du Maroc, où il louait une chambre avec son ami. Vous avez parlé en effet de l'Europe, et dans le livre, il y a beaucoup de rétrospectives, d'extraits de différents moments, et notamment un passage où Václav et Matthias, son ami, sont sur la plage côte à côte. C'est le soir de Nouvel An, et en face, sur la côte espagnole, ils voient le feu d'artifice de Nouvel An, et là, ils sont vraiment à la limite de l'Europe. Et Václav, à ce moment-là, va effectivement partir vers l'Europe et ne pas revenir en arrière. Et justement, ce qui est très intéressant, comme vous l'avez souligné, c'est que c'est pas du tout quelqu'un qui est au départ dans la nostalgie et dans le je veux retrouver, je veux retourner sur les lieux, je veux me sentir mieux. Comme vous l'avez dit, à un moment, il se dit il est temps de retourner sur la plateforme, il faut continuer à travailler. Et puis finalement, il décide que non. Et alors, il y a ce passage, en effet, où il va à Tanger. Là, malgré tout, il est rejoint par une certaine forme de nostalgie et de souvenir. C'est la petite crique où ils allaient ensemble. Mais quand il décide de revenir en Europe, au fond, c'est toujours pour fuir. C'est-à-dire, il n'arrivera jamais à trouver un endroit où il peut rester. Yeah, I suppose so. He is someone who sort of lost his past during these 12 years working offshore on oil rigs, and I tried not to write a story in which I sort of mock him for not having a home, but to rather show that sort of his dreams when he left and what kind of expectations there were to when he wanted to start
working on the rig. And the biggest expectation, I think, was freedom. Oui, je suppose. Et en fait, Václav est un personnage qui a perdu son passé. Il a passé 12 ans à travailler sur des plateformes offshore. Et moi, je n'ai pas écrit cette histoire pour me moquer de lui parce qu'il n'a pas de foyer. Mais plutôt, je voulais mettre en exergue ce qu'étaient ses rêves au moment où il est parti. Quelles étaient ses attentes quand il est parti travailler sur cette plateforme pétrolière. Et je crois qu'avant tout, c'était son attente principale, c'était la liberté. And when I grew up, I have like salesmen in the family, captains, and the sea. The sea was always a big promise of this freedom. And for me, these oil rigs were sort of really the difference, or the opposite, because there is not even an hour which is not sort of dedicated to work. Oui, et puis moi je pensais toujours que l'océan ou la mer c'était une promesse de liberté, alors qu'en réalité ces plateformes pétrolières c'est tout l'inverse parce qu'il ne se déroule pas une heure sans que celle-ci soit consacrée au travail. Mais précisément c'est ça le cœur de la chose, c'est que l'océan est toujours considéré comme un lieu de libération, et là c'est un lieu d'enfermement, la plateforme. C'est cette espèce de chose plantée au milieu de l'eau où on ne fait que travailler, où il n'y a rien d'autre à faire, où même la beauté de la mer n'existe pas, puisque la mer n'est juste quelque chose à forer en profondeur pour trouver le pétrole. Mais à un moment, il arrive en Italie, et là, il rencontre quelqu'un qu'il a connu avant, et on se dit que peut-être il va rester là, il va vivre là, mais non. Yeah, I try to draw a line between these oil rigs and offshore workers and the coal miners in Germany. And so at some stage in the story, Václav remembers and that there's an old friend of his father who was an Italian worker coming to Germany, digging for coal, and he was like an uncle, a good friend when they were childs. They had doves, raising pigeons, and he sort of goes back there, and he isn't really sure what he wants of him. But then he somehow, when he meets him, he somehow recognizes something that this Alois has lived through and Václav has lived through as well. Oui, moi j'ai essayé de tisser des liens en fait entre les travailleurs de cette plateforme pétrolière et tous les travailleurs qui ont travaillé en Allemagne dans les mines de charbon. Václav se souvient à un moment dans l'histoire de ce vieil ami de son père qui était un travailleur italien arrivé en Allemagne pour travailler dans ces mines de charbon. C'était un peu comme un oncle, un bon ami. Et donc, en effet, il le retrouve et il a des pigeons qui font des courses de pigeons. Et quand il retrouve cette personne, il n'est pas sûr en fait de ce qu'il attend. Et finalement, avec donc Alois, c'est comme ça qu'il s'appelle, il se rend compte qu'ils ont un vécu tout à fait similaire. Mais c'est très important, les pigeons. Vous n'avez pas assez insisté sur les pigeons, c'est très important. Ben oui. Oh yeah. Oh yeah, and the Alois, he used to breed racing pigeons, and it was a big thing in the old coal miners districts in Germany, but also in the UK, I know. And they called them the racing horse for the small men. Oui, en effet, ce Alois, il élève ce qu'on appelle des pigeons de course. Et c'était une pratique très importante dans la culture des mineurs en Allemagne, mais pas uniquement, aussi au Royaume-Uni. Et on les appelait les chevaux de course du pauvre. And Alois, when he's in Italy, still raises these pigeons, which brings back a lot of memories to Václav, also unwanted memories. But he then sort of sends him on a mission. All these miners, there were a lot of miners from Poland, and a lot also the parents of Václav were from Poland and from other countries. And what they did was they basically made their pigeons race from their hometowns to the coal mining district where they lived,
as so to make a connection. And then after a while that Václav spent in Italy, this old man asks him, will you take a pigeon and send it back here from the Ruhr district? Et donc Aloïs, en Italie, continue d'élever ses pigeons et ça fait remonter beaucoup de souvenirs pour Václav, pas toujours désirés d'ailleurs, et il envoie Václav, il lui demande d'accomplir une mission. En fait, donc parmi les mineurs, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de Pologne, comme les parents de Václav, et aussi d'ailleurs. Et il y avait un peu cette tradition de renvoyer un pigeon vers la ville natale, depuis les districts où étaient les mines, pour créer une connexion. Et donc à un moment, Aloïs demande à Václav de prendre un pigeon avec lui et de le renvoyer vers l'Italie depuis la Ruhr, donc en Allemagne. Mais justement, finalement, on arrive en Allemagne, on arrive dans l'endroit où le père était mineur, et la mine a été noyée parce qu'on ne veut plus exploiter la mine. Et puis on arrive près de la Baltique, et il y a cette phrase très belle que la Baltique, là où le père venait soigner la maladie qu'il avait attrapée à cause de la mine. Donc il revient quand même à un endroit fondamental. I'm a bit astonished because we are heading towards the very end of the story, and I think it might be a bit confusing for you to see me sit here and talk about Václav and this journey and il faut le lire, il faut suivre, il faut se perdre. Parfois on se perd un peu avec lui. Parfois on ne sait plus exactement où on est. Alors, là, il a emporté le pigeon avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire avec le pigeon? Mais c'est bien de se perdre dans un livre. Oui, en fait, je suis un peu surprise parce qu'on se rapproche de la fin de l'histoire et je me dis que ça doit créer une forme de confusion pour vous de me voir là, assis sur cette scène et de vous parler de Václav et de son voyage. And I think when you read the book, you get a lot of you have this story that we are just discussing, like Václav going from A to Z, A to B, but you also have a lot of his past and also the people he meets. He meets a lot of people on the journey, and they all somehow share with him a certain faith, like they are also working somewhere. All of them have other names for him. And when we get to that final scene in the end, it is the place where his parents used to go, but I don't know if one could really expect this place to sort of heal him or to answer all the questions that were raised in the book. Oui, et c'est vrai, quand on lit le livre, on constate qu'il y a effectivement cette histoire, Václav, qui se déplace d'un point A à un point B à un point C, mais il y a aussi beaucoup de moments de son passé. Il rencontre énormément de personnes, des personnes avec qui il a partagé différentes choses et qui parfois ont même des noms différents pour lui. Mais finalement, cette scène finale, en effet, c'est là où ses parents se sont rendus. Mais je ne sais pas si on peut attendre de ce lieu que ce soit celui-ci qui le soigne ou qui réponde à toutes ces questions. Mais rien ne va répondre à toutes ces questions. Mais on a oublié de parler des femmes. Il rencontre beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes dans cette histoire. Il n'est pas seulement sur les traces d'un homme, il y a des femmes qu'il a connues. C'est tout? Elles vous inspirent pas, les femmes? No, I am, but I think he's not a classical male character. When you think of someone working on an oil rig for 12 years, you would always have a picture of these roughnecks who are at the drilling rig and who are like really strong guys. And I was not interested in painting this sort of cliche
picture of a working man. So as I don't try to have this classical male figure who's like the strong, bossy guy who's out on the platform, but rather have someone who's very close to another guy. I also don't want, I mean, the women he meets are also not the classical woman. They are very self-dependent, but in a way, yeah, I mean, they're different characters. Alors si ça m'inspire les femmes, moi je ne cherchais pas à présenter un personnage masculin classique. Quand on pense à un homme qui a passé 12 ans sur une plateforme pétrolière, on s'imagine plutôt quelqu'un de dur, qui a l'habitude de faire ses forages, qui est fort, qui est directif. Mais moi ce cliché du travailleur ne m'intéressait pas. J'ai vraiment essayé de présenter un modèle différent. On voit d'ailleurs qu'il a une relation très proche avec un autre homme. Et les femmes qu'il rencontre ne sont pas non plus des femmes, disons, classiques ou des archétypes, ce sont des femmes indépendantes. Et ben c'est là que je voulais en venir, que c'est pas du tout un stéréotype de l'homme qu'on peut imaginer sur ces plateformes pétrolières. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il quitte la plateforme et qu'il fait tout ce voyage. Le type stéréotypé, il aurait dit, comme les autres, on oublie, on continue à travailler. Alors je vais lire un petit passage parce que je pense qu'un des personnages de Katrina aurait pu dire quelque chose d'approchant. Et donc c'est Václav qui parle avec Aloïs et il ne regarde pas Aloïs et il lui dit qu'il n'avait au fond que bien peu de choses à régler, le temps s'en étant chargé pour lui et que le lien qui le rattachait à son passé s'était rompu ou autant valait. Aloïs lui répondit que le temps ne se chargeait de rien du tout pour nous et ne nous délestait d'aucun fardeau. Il était une bête aveugle en qui il ne fallait surtout pas placer notre confiance. La seule chose qui importait, c'était l'être humain, sa capacité à faire face, à engager sa parole et à donner un sens à notre monde. C'était cela seul qui lui permettait d'aller au-delà de lui-même. Alors Katrina, un de vos personnages masculins aurait peut-être pu tenir un discours un peu semblable, celui qui devient professeur en méditation, Vassili. Oui, qui est un personnage ambigu, pour le coup, qui pour moi, alors c'est peut-être un peu étrange de rentrer dans le livre par ce biais, mais pourquoi pas. C'est un personnage de certitude, alors que presque tous les personnages sont des personnages pleins de doutes, face à un monde qui change et dans lequel ils se demandent comment se placer. Et précisément ce personnage-là, alors peut-être qu'effectivement c'est intéressant de rentrer dans le livre par ce personnage qui lui pense savoir quel sens on peut donner à l'existence humaine aujourd'hui. Alors il invente tout un tas de théories abracadabrantes et il y a plein de gens qui le suivent parce qu'effectivement je pense que dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes et dans lequel l'individu a parfois l'impression d'être ballotté ou ne pas faire le poids face aux rouages que ce soit politiques, économiques ou sociaux, voilà, ça peut être une solution un peu facile d'aller chercher une certitude. Alors, c'est un personnage important, ce Vassili, c'est pas le personnage principal, c'est un homme qui part et qui revient dans l'histoire. Donc, votre personnage, on la prend au tout début de sa vie, elle vit à Calais, donc déjà, c'est important comme lieu, parce que Calais, c'est un lieu où il y a les migrants qui sont là, dont on ne sait pas trop quoi faire, et c'est un lieu assez violent, au fond, assez anxiogène. Et elle vit avec sa mère, rien ne va très bien, jusqu'au jour où, grâce à sa visite dans un musée, elle découvre qu'il y a autre chose peut-être dans la vie. Alors elle décide qu'elle va s'intéresser à l'art. Oui, alors c'est intéressant que vous évoquiez Calais. Alors moi, quand je suis arrivée en France, je suis arrivée à Calais. Alors j'ai connu Calais avant les grandes vagues migratoires, mais je l'ai connu après aussi parce que ma mère, quand elle est en France, elle est toujours à Calais. Et en tout cas, déjà quand j'étais enfant, je ressentais dans cette ville le passé très fort, vous savez, des anciennes régions industrialisées.
et qui était complètement en déshérence économique, avec toute la misère sociale que ça pouvait générer. Et j'étais très très consciente à ce moment-là de ce que une certaine forme de laideur qui est due tout simplement au fait que voilà, on n'a pas l'argent pour embellir la ville, ou peut-être c'est pas le premier endroit où va aller l'argent, etc. Et j'étais très consciente de ce que la laideur faisait peser sur nous. D'autant plus que j'avais vécu ça un petit peu quand j'étais enfant, dans le Tallinn de mon enfance. C'était le Tallinn soviétique, qui était quand même une ville très très grise, parce que voilà, on repeignait pas les façades à l'époque. Alors c'est pas du tout le Tallinn que vous pouvez connaître aujourd'hui, qui est une ville extrêmement colorée, avec beaucoup de façades de couleurs pastel, etc. On a reconstitué une ville d'un autre temps. Mais je me disais, mais quand même, c'est dingue. Je suis partie de cette ville très très grise et j'arrive dans ce lieu ça me semblait vraiment un peu étouffant en fait, cette laideur. Et c'est une question qui a été souvent importante pour moi. Comment en fait l'environnement dans lequel on se déploie agit sur nous. D'un point de vue aussi spirituel, je dirais presque, de comment on trouve la liberté en fait de grandir dans le monde si notre environnement c'est ça. Et donc j'avais envie effectivement d'explorer le destin d'un personnage qui arrive dans ce monde-là, à Calais, effectivement, avec une mère qui est alcoolique, qui sait pas trop bien s'y prendre avec la société dans laquelle il vit. Et puis, cette jeune fille, vraiment par le hasard d'un voyage scolaire, va rencontrer littéralement la beauté, en fait, va avoir une sorte de choc artistique au musée Rodin. Et alors, je dirais pas qu'elle choisit de se consacrer à l'art, parce que quelque part, ça lui tombe un peu dessus, et même elle commence par dire ce n'était pas pour nous, ce n'était pas pour moi. Ça lui paraît tellement loin en fait de la vie qu'elle devrait mener, qu'elle est toujours un peu en train de s'excuser en fait. En tout cas, toute la première partie de sa vie, c'est un personnage qui s'excuse beaucoup, qui pense toujours que les autres font mieux qu'elle. Alors elle va avoir plein de modèles qu'elle va suivre, mais ça lui tombe dessus. La première partie, elle s'excuse beaucoup, sauf vers la fin où elle trouve qu'il n'y a plus besoin de s'excuser. Exactement, où elle se trouve en fait, en même temps qu'elle trouve le lieu où elle va s'incarner et peut-être la forme de vie qui va lui convenir, oui. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que pourquoi la mélancolie du monde sauvage, je crois qu'on peut le comprendre. Il y a une scène inaugurale dont je ne vous dirai pas grand-chose, mais qui est assez mystérieuse et assez angoissante. Avant la première partie, qui est l'enfance de cette jeune femme dont Katrina vient de parler, et la deuxième partie, c'est plutôt, elle est étudiante, il lui arrive un certain nombre d'avanies, ça je vous les laisse lire, mais elle décide quand même de faire de la photographie artistique et d'être une créatrice, et de faire de l'art. Et elle a une amie qui s'appelle Fleur, qui est assez différente d'elle, qui cherche la beauté d'une autre manière. Alors oui, Fleur, elle est très solaire. C'est un peu donc le personnage principal s'appelle Sabrina, et donc Sabrina, elle est toujours en admiration devant ses camarades des Beaux-Arts en fait, qu'elle croise, et qui lui semblent tellement plus avancés qu'elle en fait dans leur quête artistique, tellement plus pétrie de certitude aussi quelque part, parce que alors Fleur, c'est ce genre de personnage très charismatique qui va embarquer plein de personnes dans ses projets, alors qui change d'ailleurs tout le temps de projet, tous les 15 jours elle change de projet, mais à chaque fois elle arrive à embarquer tout un tas de monde avec elle. Et donc Sabrina va essayer d'imiter un peu ces personnages, mais évidemment ce n'est pas elle, parce qu'elle vient pas du même lieu, elle n'a pas le même caractère, finalement l'art est important pour elle sans doute à d'autres titres que pour Fleur par exemple, qui vient d'une famille aisée, pour qui c'était une évidence en fait que l'expression artistique ça existe, ça nous est offert et on peut s'en saisir. Sabrina elle est en lutte en quelque sorte, presque contre son passé, contre là d'où elle vient, pour pouvoir s'exprimer. Donc elles ont à la fois des chemins qui partent d'un point différent, mais quelque part qui vont converger vers la fin. Et en même temps, c'est aussi, pour moi, le personnage de Fleur, il était important parce que j'avais aussi envie d'explorer cette thématique d'une forme de solidarité entre jeunes filles et jeunes femmes ensuite, et entre femmes ensuite, parce que finalement, parfois elles s'éloignent, elles se rapprochent, mais Fleur reste toujours en soutien, c'est-à-dire dans les moments vraiment critiques de la vie de Sabrina, quand elle se tourne vers Fleur, Fleur est là. En fait, elle est là, cette jeune femme, et elle va jamais lui faire défaut. Donc j'avais envie d'explorer la force que ça pouvait donner aussi, d'avoir cette certitude, pour le coup positive, d'une personne sur qui on va pouvoir s'appuyer.
Mais Sabrina, elle dit qu'au fond, chaque fois qu'elle trouve un équilibre dans sa vie, dans son existence, paf, un incident survient, quelque chose d'inattendu survient qui fait changer le cours des choses. Comme par exemple ce Vassili dont on parlait, ils ont eu une histoire, il a disparu, il a vécu sa vie ailleurs. Et un beau jour, il arrive, et il n'arrive pas seul, il arrive avec une petite fille. Il débarque littéralement dans sa vie, il débarque dans son atelier qui est sa vie tout entière en fait à Sabrina à ce moment-là, parce qu'elle a très peu de relations amoureuses, très peu de vie sociale. Finalement, elle se consacre à ce moment-là de sa vie à l'art. Et effectivement, Vassil débarque là-dedans. Donc évidemment, il va tout bousculer, y compris jusqu'au rythme quotidien en fait qu'elle avait instauré et qui lui était nécessaire pour créer. Et surtout, il va bousculer une chose, c'est que Sabrina, forte de l'expérience de sa propre enfance, quelque part, elle n'a pas du tout envie d'avoir d'enfant. Enfin, si, il y a un moment, elle dit qu'elle aimerait peut-être trouver un homme avec qui avoir un enfant, mais ça ne se présente pas du tout. Donc elle vit une vie de célibataire. Et là, d'un coup, elle redevient donc la compagne de quelqu'un, de Vassil, et surtout, elle devient une sorte de mère de substitution très rapidement. En fait, et ça, c'est vraiment un bouleversement dans sa vie parce qu'elle n'avait pas du tout anticipé ça. Elle se sent assez démunie, et pourtant, cette sorte de maternité qui arrive dans sa vie va complètement la rattraper, à tel point que cette petite fille va jouer un rôle aussi important dans sa vie finalement. Et alors, lui, comme son nom l'indique, il vient d'une autre Europe, il vient d'une Europe plus lointaine, plus vers l'Est. Et il a une femme, bien sûr, dont on ne sait pas grand-chose au départ. Sinon, elle s'appelle Ilona, c'est ça? Elle s'appelle Ilona. Et on ne sait pas pourquoi il l'a quittée. En tout cas, il s'installe. Et c'est un personnage très intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il ne doute pas. Il ne doute pas. Donc au début, il fait de la méditation pour lui-même. Puis finalement, il décide de devenir prof de méditation. Impressionnant. Il a plein de disciples, adeptes. Ça fait un peu secte son affaire quand même, non? Un petit peu. Mais en même temps, il répond. Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours été. Alors, je ne sais pas si je peux utiliser le mot d'opportuniste, mais il a très bien su, contrairement à Sabrina, toujours dans sa vie, flairer le bon plan, quoi, si je peux m'exprimer comme ça, parce que c'était le cas aussi dans sa pratique artistique. Avant qu'il se tourne vers la méditation, il peignait de grands tableaux à l'huile monumentaux qu'il vendait, donc un peu avec un message anticapitaliste sous-jacent, écrit en tout petit, mais qui ressemblait à des constellations, et qu'il vendait très cher notamment à des banques et des grandes entreprises. Et tout en disant, finalement, je pervertis le système capitaliste par l'intérieur. Mais bon, voilà, en même temps, il gagnait bien sa vie grâce à ça. Et c'est un peu ce qu'il va faire quand il va s'installer dans, je ne sais pas si on peut dire, cette espèce d'économie de la spiritualité. Et alors, à votre avis, pourquoi il y a eu cette bande sur votre livre qui a suscité le fantasme de Frédéric Maget, la beauté sauvera le monde? Alors ça, c'était... donc évidemment, alors Gallimard voulait une bande sur le livre, alors on a pas mal réfléchi, et puis... en fait, cette citation fait référence à l'Idiot de Dostoïevski. C'est le prince Mishkin qui à un moment dit la beauté sauvera le monde. Et puis alors évidemment tout le monde se fiche de lui. Oui, bon, c'est ridicule. Et en fait, pour moi, c'était une manière de poser. C'est pas une affirmation du tout, parce que quand on connaît le personnage de l'Idiot, finalement, on peut pas dire que c'est une citation qui vise à l'affirmation. C'est plutôt une question. Qu'est-ce qui peut nous sauver justement aujourd'hui? Et on a ce personnage de Vassil qui effectivement promet de sauver ses disciples par une sorte d'exercice spirituel et de communauté sectaire qui se forme. Et Sabrina, elle, en fait, elle va quelque part presque trouver une forme de salut, pas au sens religieux, mais au sens de se trouver, et comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver une place dans le monde par la recherche de la beauté. Alors ça paraît très abstrait, dit comme ça, et un peu grandiloquent, mais elle va rencontrer à un moment donné des personnages à la fin du livre. Alors peut-être que je vous dis pas tout parce que ça dévoile beaucoup de choses sur sa trajectoire, mais notamment un personnage, Bachir, qui va lui dire une phrase qui pour moi était importante aussi, c'est il va associer la beauté et la bonté, et le fait que pour lui, la recherche de la beauté ou de la création de la beauté autour de soi, c'est une forme de générosité aussi qu'on peut offrir à autrui.
et qui va de pair avec la bonté en fait qu'on exprime dans le monde. Alors lui, il va l'exprimer aussi parce qu'il accueille des migrants qui passent la frontière italienne, etc. Parce que à la fin du livre, on est dans les Alpes du Sud. Mais ça rejoint en fait une quête éthique pour Sabrina finalement, cette question de la beauté. D'où cette bande, mais qui ouvre une question en fait pour moi, voilà, puisqu'elle ne dit quelque chose. Mais quand vous parlez de la générosité, il y a aussi quelque chose qu'elle fait qui a à voir avec la générosité, c'est quand elle se remet à coudre. Oui, tout à fait. Alors, elle se remet à coudre en fait au moment où sa mère tombe très malade. Et là encore, on peut le dire, c'est quelque chose qui, comme souvent dans la vie de Sabrina, si je puis dire, lui tombe dessus. Parce qu'elle va se retrouver dans l'appartement de sa mère qui a un toc parce qu'elle accumule tout. Elle ne jette rien. Et à un moment donné, Sabrina ouvre un placard et elle a des tas de pelotes de laine, mais des tas de pelotes de laine, enfin des milliers de pelotes de laine, mais toutes petites, des restes de pelotes de laine qui lui tombent dessus. Donc elle est complètement furieuse parce qu'elle dit mais comment je vais ranger tout ça, mais qu'est-ce que c'est que cette folie, alors je vais en jeter une partie à la poubelle discrètement, ma mère ne verra rien et tout ça. Et puis en déblayant tout ça, elle trouve du tissu ancien dont elle peut s'imaginer que ce tissu lui vient peut-être de ses grands-parents, de sa grand-mère maternelle, puisqu'il est vraiment ancien. Et elle se saisit de ce tissu et d'un coup, en fait, c'est comme une connexion qui se reforme avec sa mère, parce que sa mère, elle s'en est un petit peu éloignée, on ne va pas dire rejetée, mais en tout cas, elle a du mal en fait à renouer le contact avec cette mère qui a été un peu déficiente pendant son enfance. Et donc, elle va retrouver les gestes de sa mère, qui était couturière, qui savait très bien coudre, et qui lui avait un peu montré quand elle était enfant. Et là, elle se saisit de ce tissu dans ses heures d'attente, en fait, parce qu'il y a un moment, elle voudrait aller voir sa mère à l'hôpital, mais c'est pas l'heure. Donc il faut attendre, donc il faut bien qu'elle meuble ce temps, qui est un temps anxiogène, puisque sa mère a un cancer qui manifestement ne guérira pas. Et donc elle va sortir la machine à coudre, sortir du tissu, commencer à coudre. Et petit à petit, elle va coudre pour cette petite fille qui s'appelle Gaïa. Elle va lui coudre des tas de vêtements d'enfants et quelque part presque incarner, je dirais, sa maternité à elle dans ces vêtements-là qu'elle va créer, qui vont être très beaux, qui vont être tout de suite remarqués. Toutes les mères en veulent. Et toutes les mères en veulent pour leur fille. Alors que pour elle, c'était pas du tout quelque chose qu'elle envisageait de commercialiser ou de reproduire. C'était vraiment pour cette petite fille. Et en même temps, ce que je trouvais intéressant dans ce geste de couture, c'est que ça va faire deux choses. C'est que d'une part, ça rapproche Sabrina de l'héritage de sa mère. Elle commence à se dire... Mais finalement, cette mère qui ne savait rien faire, en fait, pour moi, j'avais l'impression qu'elle ne savait rien faire. En fait, elle savait faire des choses de ses mains. Et elle faisait pour moi des vêtements, etc. Donc elle va retrouver ce geste-là. Et en même temps, elle va s'approcher d'une forme d'art qu'elle pratiquera vers la fin de, je ne sais pas si je peux dire de sa trajectoire ou sa carrière artistique, qui va être de travailler le tissu. Donc elle va apprendre à teindre le tissu à partir des plantes qu'elle ramasse au bord de la Loire, parce qu'à ce moment-là, elle habite au bord de la Loire. Et une fois qu'elle a teint ses tissus, effectivement, au début, elle fait des vêtements, mais ensuite, elle va broder. Et elle dit vraiment qu'elle retrouve en fait des gestes ancestraux en fait de femmes de l'époque où les femmes ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre que élever les enfants, faire à manger, laver les morts et puis et broder. Voilà, parce que c'était l'espace qu'on leur laissait. Sauf que elle va se saisir de cet espace-là comme d'un espace d'expression et elle va faire de la broderie abstraite, c'est-à-dire que ça sera plus de l'artisanat, en fait, ça va être autre chose, ça va être une forme d'art à part entière. Alors, on va pas vous dire ce qui arrive à Vassil, parce qu'il faut lire ce livre, ni pourquoi, au bout du compte, Sabrina rejoint le thème proposé par Frédéric Maget, à savoir la beauté qui sauve l'Europe ou le monde. Moi, j'ai tendance à penser, mais je pense que là-dessus, Frédéric est d'accord avec moi, que ce qui sauve le monde, c'est la littérature, c'est pour ça qu'on est là. Donc là, vous avez une poète et une romancière qui, à mon avis, va compter dans les années qui viennent. Et vous aussi, vous pensez que la littérature va sauver l'Europe? Well, literature. Let's get back to beauty first. I think beauty is always brave, and beauty is never passive. There is no beauty if you don't give meaning to the world. And I think literature is all about giving meaning to a world which has become like really
big. We have a lot of informations. We are living on a different planet somehow, because we don't have just our everyday lives, but also all the informations we deal with, and how is it possible to give meaning in this world? And is it just the past that we can talk about and our memories, or is it also something else? And I think these are the questions that literature is concerned with. Alors avant de parler de la littérature, revenons à la beauté d'abord, qui est courageuse, qui n'est jamais passive. Je pense que la beauté permet de donner du sens au monde, et c'est ce que fait aussi la littérature, tâcher de donner sens à un monde qui aujourd'hui est devenu immense. Nous avons beaucoup d'informations, nous vivons quelque part sur différentes planètes, parce que non seulement nous sommes confrontés à ce que nous vivons dans notre quotidien, mais qu'en plus nous avons des informations qui viennent d'absolument partout. Alors oui, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut donner du sens à ce monde, est-ce qu'on peut uniquement s'intéresser au passé et le raconter, ou est-ce qu'on peut faire autrement? Et je crois que ça fait partie des questions que la littérature se pose. Katrina, vous qui êtes un morceau d'Europe à vous seul, l'Estonie, puis la France, et pourquoi vous avez voulu faire de la littérature? Pourquoi vous avez voulu écrire? Parce que déjà, vous en êtes au 4e roman, c'est ça? 4e? C'est pas rien? Alors pourquoi j'ai voulu écrire, pourquoi je veux toujours écrire? Oui. Peut-être il faut le dire comme ça, parce que pourquoi on s'acharne dans ces gestes-là, pourquoi vous voulez que la littérature soit là? Oui. Alors je crois que j'aurais du mal à concevoir ma vie sans littérature, mais pas seulement le geste d'écrire, et pas seulement ma littérature, mais celle que vous nous offrez toutes et tous, en fait. Enfin, je crois que alors moi j'ai eu la chance de naître dans une famille où il y avait beaucoup de livres. Alors j'étais très très seule, parce que mes parents avaient des métiers qui faisaient qu'ils étaient très peu à la maison. Mon père était danseur à l'opéra, et donc en général quand j'étais à la maison, il n'était pas à la maison, et ma mère travaillait dans pour l'horrible institution qui s'appelait l'Intourist, mais qui lui permettait d'être en rapport avec des étrangers, en fait, déjà dans l'Estonie soviétique. Même s'il y avait le KGB au dernier étage de l'hôtel où elle travaillait, mais n'empêche que c'était une ouverture quand même qui a compté dans sa vie. Et moi, pendant tout ce temps-là, souvent j'étais toute seule à la maison, mais depuis très jeune, 4-5 ans, et il y avait plein de livres. Et pour moi, c'était mon monde, en fait. À ce moment-là, il y avait, on a parlé de Tove Jansson hier, par exemple. Tove Jansson, ça a été, c'était comme si je vivais au pays des moumines, en fait, tout le temps, avec la neige qu'il y avait à l'extérieur de la maison quand je regardais dehors, c'était la même que dans la vallée des moumines, ou Astrid Lindgren, puis Langstrumpf, Fifi Brandacier, qui soulève le cheval de la police quand ils viennent la chercher pour l'emmener à l'orphelinat, parce que quand même une petite fille comme ça peut pas vivre toute seule sans ses parents, etc. Donc pour moi la littérature c'était vraiment cet échappatoire, déjà je crois à cette époque-là, de tous les possibles, en fait, tout ce qu'on peut réaliser qui paraît impossible mais qu'on peut réaliser, et je crois qu'aujourd'hui c'est un peu ça aussi, c'est cette possibilité aussi de découvrir plein de vies, parce que Anya disait oui, on est submergé d'informations, et je suis d'accord, on vit quand même dans un drôle de monde, c'est-à-dire que le discours est permanent autour de nous, c'est un discours qui est totalement nivelé, où il est très difficile d'analyser, où il est difficile de trouver des priorités et du sens. Et la littérature, à chaque fois qu'on prend l'œuvre d'un auteur, je crois que c'est un morceau de sens, en fait, parce que c'est une vision dirigée. Alors on choisit d'entrer dans une vision puis dans une autre, mais c'est quand même vraiment une respiration par rapport justement au discours du média ou du discours quotidien. Vous vous intéressez à ce qui se fait en Estonie aujourd'hui, la littérature en Estonie?
Alors oui, alors en Estonie ou ailleurs aussi, mais oui. Alors ce qui est intéressant pour l'Estonie, je dirais, et ce qui est peut-être étonnant, c'est que c'est un pays qui a été occupé extrêmement longtemps, puisque c'était vraiment un de ces pays à la frontière orientale de l'Europe qui n'était pas au bon endroit. Hein. À aucun moment de l'histoire, ils étaient au bon endroit. Donc si c'était pas les uns, c'était les autres. Donc en fait, c'est étrangement un pays qui n'a tenu que par sa langue et par une littérature qui était d'abord une littérature orale. Ce qui est étonnant en soi parce qu'il n'y a pas eu d'estonien écrit vraiment avant le 19e siècle, ce qui est quand même extrêmement tardif. Le 19e siècle. Oui, on écrivait un petit peu des choses, mais il n'y avait aucune littérature, aucun texte véritable, juridique, politique, etc., qui était affirmé à ce moment-là. Il y a eu des bribes au 18e, il y a des choses, mais je dirais c'est au 19e vraiment que l'estonien devient véritablement une langue officielle, écrite, etc., bien que pas une langue nationale, hein, pas la langue d'une nation, parce que la nation estonienne, elle a été restaurée en fait après la guerre d'hiver, donc c'est en 1919, donc vous voyez c'est très tardif. Mais étrangement, cette petite peuplade, en plus vraiment petite en nombre, a pu garder en fait une culture commune par la langue et notamment donc par la littérature orale et la poésie. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore la poésie, c'est peut-être la forme la plus vigoureuse, hein, je dirais, de littérature estonienne. Il y a vraiment des grands poètes incroyables, enfin, voilà, des très belles choses, mais il y a aussi de la prose. Alors, pour les choses traduites en français que vous pouvez trouver, peut-être vous avez déjà vu L'homme qui parlait la langue des serpents de Kivirak, alors je sais c'est impossible à retenir et à prononcer, mais qui reprend un peu les vieilles légendes justement orales estoniennes et qui les transforme complètement dans une œuvre contemporaine. Ça vous pouvez le trouver, c'est chez le Tripode et vous pouvez le trouver facilement dans les choses contemporaines. Alors avant que Frédéric Maget me tape sur la tête, comme il a l'habitude de le faire violemment, je suis une femme battue. Avant qu'il ne fasse ça, je voudrais vous parler de la beauté. Parce que la beauté, elle est dans deux choses que j'ai eu le bonheur de lire et que je vous recommande parce que c'est deux très beaux livres. La montée des eaux de Anja Kampmann, où on voit vraiment que la poésie de la langue, c'est son affaire et on le voit même en français, grâce à ce traducteur que je trouve admirable. Et puis, il faut parler souvent des traducteurs. On ne parle pas assez des traducteurs. Qu'est-ce qu'on serait sans eux, hein ? Parce qu'il n'y a pas tout le monde comme Katrina qui se met à écrire dans une autre langue, la nôtre. Mais j'ai un traducteur pour que mes livres paraissent en estonien et je m'en occupe absolument pas. J'ai un formidable traducteur, mais quelqu'un d'exceptionnel, qui est un Antisar, qui est aussi auteur. Et alors, la mélancolie du monde sauvage, sans traducteur, direct de Katrina, qui a fait ses études en France, au fond, et qui a édité La sorcière de Michelet, ce qui ne laisse pas de m'impressionner, n'est-ce pas ? Mais merci à toutes les deux, merci beaucoup. Et puis j'espère qu'Anja va écrire beaucoup de livres encore, traduits en français. Merci à vous. Merci.